Nous sommes forêt. 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 Ce podcast donne la parole aux gardiens et aux défenseurs des forêts. Nous sommes forêt. Gaspard, nous voici avec toi. Bonjour. Bonjour, Céan, Salut. présent ici dans la Drôme, quelque part. Je vois qu'il y a une cabane en bois, je vois du bois de chauffe, je vois une hache qui est présente ici. L'élément bois sylvestre est prédominant. Tu as accepté qu'on se rencontre ici et c'est vraiment un grand honneur. Raconte-nous comment toi, qui l'indique, qui a grandi à la forêt de Fontainebleau, tu te retrouves ici. Ouais, ça fait bientôt maintenant une dizaine d'années que je me suis installé là, que je me suis enraciné ici dans la Drôme et que j'ai trouvé beaucoup de sens en fait d'être dans ces forêts un peu diversifiées, ces forêts mélangées entre la forêt de montagne et la forêt méditerranéenne. On n'est pas très loin, de l'autre côté de la montagne il y a les oliviers déjà et un autre climat, tu vois, une autre ambiance forestière. Et là il y a un petit côté air de montagne, tu vois, en haut là les montagnes elles montent à 1000 mètres d'altitude, il y a quelques alpages. Et des belles hêtraies qui sont encore très, très belles, très, très vives. Alors on va passer par la gauche là. Et surtout, donc là on est dans cette forêt qui est juste au-dessus d'une petite plantation résineuse paysanne. Tu vois, une plantation paysanne dans le sens où elle fait 5000 mètres carrés et c'était du pin noir d'Autriche. Qui a été planté et nous on a transformé ce pin noir d'Autriche en faisant venir une scierie mobile et on l'a débité en planches et on en a fait des cabanes. Alors je l'évoquais en introduction, donc tu es journaliste, également essayiste. Des forêts en bataille, c'est ton deuxième ouvrage par rapport aux questions des luttes forestières. Tu es aussi très impliqué aussi auprès de collectifs citoyens, de la société civile, que ce soit l'appel des forêts vivantes ou celui ou les soulèvements de la terre, mais cet ouvrage là qui vient de paraître, pourquoi cet ouvrage et c'est quoi ton message fort en fait par rapport à celui-ci, ton message clé? Je pense que c'est le fait de dire, de sonner une forme d'alerte, de dire attention, nous sommes à un moment charnière. La forêt est à la croisée des chemins entre d'un côté l'intensification de l'industrialisation des forêts, on le voit avec l'avènement en fait de grands groupes, de grosses coopératives forestières qui vont prôner la monoculture résineuse, les plantations. Oui, ce que tu appelles la sylviculture intensive. Oui, la sylviculture industrielle et tous ces tenants de ce modèle-là qui sont largement subventionnés aussi par les pouvoirs publics. Et de l'autre côté, une multitude d'alternatives qui essayent de construire d'autres types de sylviculture, des sylvicultures plus proches de la nature, des sylvicultures dites futées jardinées, futées irrégulières, ou la sylviculture à couvert continu, une sylviculture mélangée. En gros, avec des essences diversifiées, avec des sélections pied par pied, des coupes pied par pied, et puis surtout qui fait confiance à la forêt et à ses forces avec la régénération naturelle. Bref, il y a des groupements forestiers et citoyens qui se développent. Le réseau alternatif forestière, voilà, par exemple. Le réseau pour les alternatives forestières, le RAF, il y a la méthode ProSylva, donc ça c'est chez les professionnels, mais il y a aussi plein de citoyens, d'habitants et d'habitants de territoires qui commencent à se mobiliser qui se sentent concernés par le territoire. En fait, le territoire, c'est pas juste par leur territoire et par le fait qu'il y ait des multitudes de coupes rases notamment dans le Limousin ou dans le Morvan, et on voit il y a une mobilisation accrue. Et donc je pense qu'il faut s'engager dans cette bataille et qu'aujourd'hui il y a quelques milliers, dizaines de milliers de personnes qui se mobilisent à travers la France, mais qu'on pourrait aujourd'hui être bien plus nombreux et nombreuses, et que plutôt que de lutter lutter pour le climat, pour la biodiversité, tous ces méga objets ou des concepts, oui, qui sont difficilement des grands tiroirs. Voilà, et se dire il est temps de faire advenir une écologie qui soit ancrée, une écologie qui soit située,
de territorialiser, reterritorialiser en quelque sorte. Ouais. reterritorialiser les luttes, reterritorialiser aussi l'engagement, la sensibilité. Tu vois, moi, avec ce bouquin, ce que j'ai voulu montrer et prouver, c'est que la sensibilité au vivant, elle pouvait être politique aussi. Que c'était une force révolutionnaire, en fait, comme le disait là aussi Bernard Charbonneau. C'est que le sentiment de nature, le sentiment de se sentir relié, concerné et rattaché à la forêt, et ben ça crée une volonté indestructible de vouloir changer le monde, tu vois. Un sentiment révolutionnaire. Un sentiment révolutionnaire. En tout cas, c'était ce que lui, il disait. Alors là, on reprend un petit sentier parce qu'on commençait à s'essouffler déjà. Oui. À marcher, mais c'est ce que j'invite aussi dans ce livre, c'est comment renouer avec les forêts. Il faut sortir des sentiers battus, il faut aller à l'affût, il faut partir en bivouac, et que c'est aujourd'hui ultra important. On est dans une période où on a été dépossédé de nos espaces naturels, dépossédé en fait de ces territoires qui nous donnent de la force. Il y a un besoin de repartir à la découverte, de renouer avec une forme de lien en fait qui a été coupé. On parle beaucoup de l'exode rural. Je pense qu'il y a eu aussi un exil forestier en fait. On nous a coupé des bois, tu vois. En tout cas, c'est en train de se faire et c'est en train de s'accentuer. Tu cites notamment le dernier avatar de cette tendance d'enclosure ou d'exclusion des vivants ou des êtres humains, en tout cas d'un vivant en libre accès. C'est la loi, en tout cas en France, qui interdit, qui permet à des propriétaires d'interdire l'accès à leurs parcelles, même si elles font des dizaines d'hectares. Et pénaliser l'accès à la nature avec des amendes de 750 €. Donc c'est là où et tu prônes effectivement, on y reviendra sur la fin, mais tu prônes garantir un accès à la nature pour tous. Bah oui, je pense que c'est ultra important de le généraliser, de ne pas en faire un privilège en fait pour certains et certaines en fait, et d'essayer de trouver via l'école, via différentes infrastructures aussi, une manière de généraliser cet accès à la nature. Et pour moi c'est indispensable si on veut aujourd'hui lutter et préserver en fait les conditions d'habitabilité de la Terre. En fait c'est juste on n'y arrivera pas juste avec des concepts, on y arrivera en mettant les pieds dans le fumier, tu vois. C'est justement ce qu'on est là. On vient d'arriver, on a les pieds dans le fumier. Ça sent différent, mais ça sent bon aussi. Et ça sent bon aussi, t'aimes bien. Ouais, je reste à un côté, donc là on est à côté de la bergerie qu'on a fabriquée avec le bois d'ici, tu vois. Et là tu as la laine de mouton, on vient de les tondre justement. Et donc elle est vraiment encastrée, cette bergerie, dans la forêt aussi, et tu vois, avec du robinier faux acacia qu'elles adorent brouter dans les périodes de disette. Et puis là, si tu veux, on va continuer un peu dans le champ et on va aller voir une petite rivière là. Donc Gaspard, tu travailles avec Reporter, tu as commis plusieurs ouvrages là qui sont parus au Seuil notamment, dont l'un sur Bure, où tu as habité là-bas un certain temps. C'est là où j'ai appris C'est à Bure justement où j'ai appris à construire des cabanes en fait, tu vois, parce qu'à l'époque on occupait le bois Le Jus, donc c'était un bois de plusieurs centaines d'hectares qui était menacé d'être rasé pour accueillir donc les pires rebuts de notre société, c'est-à-dire les déchets nucléaires à longue vie, et donc qui vont durer, qui vont avoir des demi-vies de centaines de milliers d'années, et c'était vraiment complètement, pour nous c'était important d'occuper ce bois et d'y construire des cabanes, d'y construire des barricades, de s'opposer en fait de s'opposer corps à corps en fait à cette industrie nucléaire. Et donc c'est là où j'ai appris à construire un peu des cabanes, mais c'est là aussi où elles ont été rasées quelques temps après par les forces de l'ordre et par des expulsions militaires en fait. Justement, j'ai lu Des forêts en bataille, c'est annoté de partout, il y a énormément de choses présentes à l'intérieur, énormément de points que je rêve, j'aspire d'aborder avec toi pour les faire connaître, parce que ça me semble être une pensée infiniment riche et puis vivante en fait, comme on peut dire aujourd'hui, par rapport à la façon dont le vivant s'entrelace avec la dimension politique. Mais en même temps, d'où viens-tu, Gaspard? On se rencontre aujourd'hui, on ne s'était jamais vu jusqu'à présent, et en fait tu es un peu un enfant des ministères publics. Est-ce que tu peux nous raconter comme ça cette mutation et
ce qu'il y a derrière ma question, c'est comment t'es venu cet appel ou cet éveil à la forêt? Ouais, bah, je l'avais depuis un bout de temps. Comme tu le disais, j'ai grandi moi dans la forêt de Fontainebleau où on partait faire des cabanes quand on était jeune. Et en fin de compte, tu vois, j'ai pas arrêté. Des cabanes, j'en ai construit à Bure, des cabanes, j'en ai construit dans la Drôme. Et c'est une manière d'habiter le monde, en fait, tu vois, tout en sobriété, tout en écoute, qui m'a jamais lâché. Après, c'est sûr que moi j'ai essayé différentes choses dans l'écologie politique. Il y a un moment, après les études à Sciences Po, j'ai voulu voir ce qui se passait dans les ministères. C'était le moment où les socialistes arrivaient au pouvoir et où des écologistes étaient au gouvernement. Donc on est sous le quinquennat Hollande, ouais. Oui, c'est ça. Et donc j'ai été quelques années à faire des discours, mais en fait je me suis jamais senti aussi hors sol, il manquait quelque chose très clairement dans mon engagement et un manque de substance, tu vois, et donc j'ai préféré m'engager dans des luttes qui étaient plus vibrantes, des luttes qui étaient sur le terrain, des luttes où j'ai pu nouer aussi des amitiés, où il y avait plus de joie aussi tout simplement, et où on combattait corps à corps un modèle écocidaire et destructeur et polluant en fait, tu vois. Oui, que tu qualifies, enfin en tout cas tu reprends dans ton ouvrage des expressions comme le fait, cette idée d'un côté pour une part la méga machine sous toutes ses formes, industrielles, de puissance, de démesure, Ouais. et puis aussi de l'autre côté tout ce qui est numérisation du monde et cette façon dont on est en train de virtualiser nos modes d'existence. Tout à fait, oui, c'est sûr. Donc là, il faut que je résume la question, c'est ça, tu disais Tu fais comme tu veux, t'es libre. Non, Moi, ce qui m'importe, c'est que tu aies du plaisir à répondre. Oui, tout à fait. Mais je pense que ce qui est important, c'est sûr, c'est de lutter contre une forme de numérisation de l'existence aussi qui arrive, qui est la nouvelle, comme tu disais, la nouvelle enclosure. C'est un point sur lequel tu insistes dans l'ouvrage, il y a toute une partie dédiée à cela, avec des chiffres dont on n'a pas conscience. Premièrement, c'est l'expression de la génération indoor, avec un corollaire qui serait celui du déficit, du trouble dans la relation à la nature, du déficit à la nature. Et puis, on a et l'autre dimension, c'est ce chiffre qui est évident en fait, mais dont on ne pense pas forcément à faire le contrepoint, c'est qu'aujourd'hui, les enfants passent autant de temps à l'extérieur que des détenus en prison. Ouais. C'est-à-dire à peu près en moyenne 2 heures par jour. Bah oui, c'est ça, c'est de comprendre qu'on est incarcéré en fait dans une société qui nous coupe du vivant. Et tous, on est incarcérés, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on trouve des moyens de faire une fugue, ou en tout cas de s'évader. Et oui, les enfants passent en moyenne 2 heures par jour dehors, et c'est souvent pour le transport ou pour aller faire les courses, et c'est pas du tout pour être relié au vivant. Donc après, c'est vrai que c'est très compliqué de se dire comment ils vont défendre un vivant qu'ils connaissent pas en fait. C'est juste impossible. Et donc aujourd'hui, d'après les études de Santé publique France, il y a 40% des enfants qui ne jouent jamais dehors en fait. Et donc c'est vrai que pour moi, j'y vois une forme d'enclosure, en tout cas une forme de dépossession d'un territoire qui pourrait être collectif. Et c'est un drame. Et c'est un drame de voir. Là, je suis tombé aussi sur une autre statistique aujourd'hui qui m'a plongé dans une forme de désarroi. C'est de voir que dans le monde, les 4-18 ans passent en moyenne 2 heures par jour sur TikTok. Donc ils passent en fait autant de temps sur TikTok que dehors. Donc ça dit quelque chose en fait aussi de notre rapport au monde. Et que ça va être très, très difficile en fait de lutter pour d'autres manières d'habiter le monde si on passe notre temps derrière des écrans. Et donc moi, si je... Oui, ça fabrique de l'oubli d'ailleurs, tu le soulignes dans l'ouvrage. Et on est tous pris là-dedans, les forestiers aussi, tous. On se retrouve, j'en discutais avec des syndicalistes de l'Office national des forêts, qui me disaient mais maintenant on est là, on gère par drone, on gère par tableau Excel cette forêt, enfin on n'a plus, on chemine finalement pas tant que ça dans la forêt. En fait, on est tous pris dans cette forme d'artificialisation et c'est un drame. Et tu vois, moi le fait d'être ici dans la Drôme, là, de marcher dans les alisiers, dans la ronce, là comme on est en train de le faire, c'est une manière justement aussi de vivre autre chose quoi. Et donc c'est sûr que
c'est pour moi pas simplement un refuge ici, c'est une base arrière en fait. C'est une base arrière pour pouvoir lutter et être plus dans l'offensive ensuite et ailleurs, tu vois. Oui, et lutter tout en revenant aux racines en fait. Exactement. Il y a une phrase, enfin, vraiment, c'est... Ton ouvrage, c'est pas qu'un ouvrage de lutte, c'est pas qu'un ouvrage de combat, c'est pas un manuel, hein, c'est d'abord c'est une proposition philosophique, proposition politique. Il y a notamment cette phrase qui fait écho à la discussion qu'on vient d'avoir sur le sentiment de nature, sur la perte de ce sentiment de nature, sur cet éloignement du sentiment de nature. Il y a cette phrase qui est « La forêt n'a pas besoin de brûler, elle a déjà disparu dans la plupart des esprits ». Lié à ce numérique, lié à cette perte de temps, ou en tout cas à cet éloignement. T'es essoufflé un peu, hein, camarade. Hein. Je commence à porter le fardeau des années. Ouais, donc il y a un point... non, en fait, ici, je savoure le calme. Il y a une quiétude de cette partie de la forêt ici qui est assez différente de l'autre partie. Et j'apprécie vraiment que tu aies tenu à nous amener ici. Et donc, voilà, cette pause, c'est aussi une façon de respecter ce temps, ce calme et cette quiétude. C'est aussi ça qui est présent ici, selon moi. Et tu vois là, on a un peu des repousses de châtaigniers, justement. Et au-dessus, c'est là où on va récolter les châtaignes l'automne. Et ici, tu es dans le meilleur spot à champignons, à girolles, l'automne. C'est là où je vais faire mes petites récoltes. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne donne pas les coordonnées GPS. Exactement. mais tu vois, c'est ça, cette forêt, elle a des multiples usages. Et je pense qu'elle ne répond pas seulement à des besoins, en fait, la forêt. Il y a une forme d'altérité qui est importante de rappeler. Que ce n'est pas simplement du bois, des champignons ou du bois d'œuvre, quoi, tu vois. Il y a quelque chose, comme tu dis, de l'ordre de la quiétude, de l'ordre de l'altérité. C'est Francis Allais qui me parlait de quelque chose qui m'a pas mal étonné là, sur cette forêt comme altérité. Au début, il me disait, on discutait chez lui à Montpellier. Donc Francis Allais, c'est un célèbre botaniste qui est connu pour avoir pas mal étudié les forêts tropicales. Et il me disait, est-ce que toi, Gaspard, tu as connu le sentiment océanique en forêt ? Et je le regardais avec des grands yeux, je lui disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte le vieux sage, là, c'est quoi ? C'est ésotérique ou quoi ? Ça veut dire quoi ? Et il me disait, c'est un moment de plénitude, tu vois, c'est un moment de grand bonheur où justement toutes les frontières sont abolies autour de toi. Et là, je le regardais avec des grands yeux, avec un peu mon cartésianisme rigide. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Il m'a fallu un peu quelques temps et pas mal d'immersion en forêt pour revivre en fait ces expériences-là, qui ne sont pas du tout des expériences ésotériques, tu vois, ou farfelues en fait, mais c'est des moments où on se dit, où justement les frontières sont abolies, où on se sent relié en fait avec le vivant tout autour de nous. Ça pulse en fait, tu vois, ça pulse dans ton cœur, ça pulse autour de toi. Il y a quelque chose de très beau, de très vibrant, et c'est un moment un peu comme ça, insoupçonné, qui te saisit. Par inadvertance. Et ça, j'ai essayé de le raconter un peu dans le livre et dire qu'est-ce que ça dit en fait de nous et d'une sensibilité un peu cachée au vivant qui est là et qui peut surgir en fait. Et c'est là où je me dis c'est aussi une source d'espoir en fait, parce que je pense que ça peut saisir tout le monde et que en fait on se dit tout n'est pas foutu, quoi, tu vois. On se dit que malgré des siècles peut-être de modernisme, de rationalisme extrême, il y a quelque chose qui perdure et qui nous relie au vivant. Et c'est des moments assez beaux, assez poétiques en fait. Et c'est pas uniquement dans la littérature, je crois que tout un chacun peut le vivre. Et c'est vrai que la forêt, ça nous apporte ça aussi, quoi. C'est pas que des usages, quoi. Comment toi, le journaliste, tu as cherché à rendre ton écriture vivante, voire poétique ? Voilà. Est-ce que on est sur est-ce que la dimension de géopoétique, qui est un des courants que l'on peut connaître dans ce qui se passe, comment cette géopolitique poétique passe à travers ta plume ? Moi, l'avantage, c'est que j'ai jamais fait de formation de journalisme. Alors tous les carcans du journalisme sur la neutralité axiologique, sur les formes de déontologie, sur toutes ces petites règles,
je les ai appris au fur et à mesure et parfois j'ai pas appris en fait. Et donc je me sens assez libre et c'était un plaisir en fait pour moi justement ce petit manifeste. C'était un plaisir de libérer son écriture et de pas vivre avec des carcans en fait dans cette écriture là et de pouvoir laisser exprimer ce qu'on ressent. Et oui, je pense qu'il y a tout un courant éco-poétique qui sont portés par plein d'auteurs et d'autrices différents. Moi, je pense à Marielle Massé, je pense à Baptiste Morisot et à d'autres qui ont été vraiment porteurs aussi dans ce courant-là, de se dire, mais en fait, on peut laisser exprimer notre sensibilité, et notre sensibilité est politique, et notre sensibilité a quelque chose à dire sur le monde, en fait, tu vois. Elle a le droit de citer. Moi, j'ai eu... notre sensibilité a le droit de citer. Tu vois, j'ai Geneviève Azam, là, qui est une amie... qui a écrit les lettres à la terre au seuil anthropocène, qui m'a dit « Ah Gaspard, tu es un garçon qui écrit comme une fille ». Et ça c'était la meilleure remarque qu'on a pu me faire. Enfin, je trouvais ça assez beau en fait, de dire « Bah oui, peut-être que tu te libères aussi de carcans un peu masculins, tu vois, qui soit que dans l'offensive, soit que dans la lutte, soit que dans la stratégie. Mais en fait, il faut tout mêler. » Il y a cette notion de plantationocène que tu évoques dans l'ouvrage. C'est au moment où on a commencé à faire ces plantations, notamment en Amérique du Sud, dans les Caraïbes, la canne à sucre, le coton, et ben c'est là et le développement du capitalisme mondialisé, l'esclavage, etc. Et ben c'est ce moment charnière, le Plantéocène, où il va y avoir une prise sur le vivant, une prise sur le monde, une prise de terre et qui va transformer à la fois notre rapport au vivant et transformer aussi l'atmosphère. Et donc c'est assez intéressant. Ouais, tu cites quelques exemples dans ton livre, mais il y en a deux que je veux souligner comme étant vraiment des illustrations concrètes de cette proposition, de cette thèse, de cette perspective. C'est la façon dont les plantations d'arbres vont en fait se traduire par une érosion des sols, par une perte de qualité, par une perte de richesse. Enfin, en tout cas, le sol s'appauvrit d'une façon ou d'une autre, mais il s'appauvrit. Et deuxièmement, et ça, c'est vraiment à travers ton ouvrage que je l'ai découvert, c'est qu'on entend parler des forêts en danger, des forêts qui vont mourir, qui ont du mal à tenir le choc par rapport au changement climatique. Et en fait, ce sont les forêts de plantation qui sont les premières victimes de cette forme de génocide sylvestre, parce qu'on va avoir quand même des quantités d'arbres qui vont tomber, et c'est pas du tout les vieilles forêts, les forêts anciennes. Bah oui, on le voit, c'est en Gironde, c'est sinon dans les Ardennes, avec les plantations d'épicéas qui sont attaquées par les scolytes. Enfin, tu vois, on voit bien que les plantations sont moins résilientes, moins résistantes en fait au changement climatique, au stress hydrique, aux tempêtes, les forêts de pins maritimes qui brûlent comme des allumettes dans les Landes en fait. Donc forcément tous les forçages anthropiques, donc les labours, les coupes rases, les plantations aussi vont créer un écosystème amoindri en fait, et donc qui va être moins résistant. Et c'est clair qu'il y a une sorte de supercherie, d'imposture totale de voir aujourd'hui nos gouvernants prôner pour renouveler la forêt, de planter 1 milliard d'arbres. En fait, c'est un projet qui est une négation complète, une incompréhension complète en fait, des mécanismes civicoles, des mécanismes de l'écosystème forestier. C'est rien comprendre en fait à tout ça. Et c'est même une forme de maladaptation en fait au changement climatique, parce qu'on va faire des plantations qui vont être peu résistantes justement à tout ce qui arrive. On est à 40 ou 60% de mortalité, c'est ça, par rapport aux plantations de restauration en quelque sorte. En 2022, il y a eu 38% des plants qui sont morts après des tentatives de plantation. Et après des plantations en coupe rase, parce que en fait, ce qui est en train de se passer avec ce plan d'1 milliard d'arbres, et c'est là où c'est complètement scandaleux, c'est qu'on est en train de raser des forêts diversifiées pour planter des arbres, et parfois des monocultures résineuses. Donc c'est complètement dingue en fait. Et c'est un contre-productif d'un point de vue climatique, et c'est une fragilisation pour la forêt. Oui, c'est un cheval de Troie pour la sylviculture intensive, quoi. On parle de dizaines de milliers d'hectares en fait, qui sont aujourd'hui rasés. Dans le cadre du plan 1 milliard d'arbres. Enfin, c'est un non-sens, ouais. C'est un non-sens. C'est un non-sens. C'est du climato-opportunisme de la filière industrielle qui conseille les propriétaires, vend les travaux et fait les coupes. Et aussi possède les plans. Parce que, par exemple, Alliance Forêt-Bois, qui est la première coopérative forestière française, et donc qui prône
le modèle landais de coupe rase, de plantation, elle a aussi des pépinières. Et elle a Forélite, qui est une de ses filiales, qui possède 1/3 des plants en France. Et donc pour eux, c'est tout bénef en fait de privilégier des coupes rases et de privilégier ensuite la vente de leurs plants. Et tout ça avec des subventions de l'État, de l'argent public. Et donc c'est quand même, tu vois, cette entreprise qui est très problématique dans ses pratiques civicoles, elle va capter 10% du plan de relance à elle seule. Alors que tous nos amis là, de la civiculture proche de la nature, qui font justement, qui essayent de renforcer leur forêt face au changement climatique, tu vois, qui ne nient pas du tout le réchauffement climatique, mais qui font des interventions beaucoup plus ponctuelles, beaucoup plus douces, qui sont dans le soin de la forêt, eux, ils captent rien. Ils n'ont aucun argent public. Oui, c'est-à-dire que la sylviculture intensive, en fait, fait le lit également de la replantation intensive. Ah bah oui, c'est lié. C'est la plantation et le point de départ de la sylviculture industrielle. Là où c'est le modèle landais, en effet. C'est le modèle landais qui s'étend aujourd'hui jusqu'en Normandie, parce que Alliance Forêt-Bois a des filiales maintenant à travers tout le territoire ouest français, jusqu'à la Bretagne, jusqu'à la Normandie. On va commencer à parler un peu des solutions ou de ce qui s'offre à nous. Et il y a notamment cet appel des forêts vivantes et les événements qui arrivent, qui sont des lieux de rendez-vous des différents groupes et des organisations qui justement contestent cette dérive et cette politique insensée de la forêt en France. Oui, il y a plein d'alternatives qui émergent, il y a des mouvements de lutte qui sont en train de se constituer. Et moi, ce que je trouve qui est passionnant, en fait, dans cette écologie ancrée qui est en train de se développer, c'est de voir des professionnels civicoles avec des habitants, avec des syndicalistes de l'Office national des forêts, avec des scientifiques. C'est la grande alliance, quoi. Il y a un truc de composition qui est assez intéressant et qui est assez inédit, tu vois, qui constitue pour moi une forme d'écologie sociale en fait aussi, où on va parler à la fois des conditions de travail des bûcherons, des conditions de travail des forestiers de l'ONF, et on va les relier à la question des écosystèmes forestiers. Et on va voir que tout est lié en fait, qu'il y a un continuum de violence qui est imposé par le productivisme aujourd'hui, et que entre les burn-out, tu vois, et les incendies, entre les effectifs taillés à la hache et les coupes rases, il y a une continuité. Et donc il y a besoin de faire une alliance. Alors là, qu'est-ce que tu vois devant toi là? Il y a des sortes de terriers, tu vois? Tout à fait, ouais. Alors là, on a plein de familles de blaireaux qui se sont installés, là, tu vois. Ah oui, c'était la journée il y a quelques temps, là. Ouais. Ah oui, c'est impressionnant, le nombre de trous. T'en as là, t'en as en dessous. C'est un village là où on est, là. C'est délire. C'est un village de blaireaux qui sont pas très loin. Et pour l'instant, on cohabite plutôt bien avec le potager qui est en bas. On a même installé ce qu'on appelle radio blaireau, c'est-à-dire que la nuit, on met une radio dans le potager qui parle à voix haute. Et comme ça, ils ont l'impression qu'il y a tout le temps du monde et ils viennent pas pour l'instant bouffer nos fraises ou bouffer nos légumes. Mais c'est une forme de cohabitation qui est, tu vois, c'est un fil, mais pour l'instant ça tient. Et donc ils sont là, ils sont une quinzaine, on les voit souvent. J'ai installé des pièges vidéo et photos pour les voir. Il y a plein de petits. Et ce qui est drôle, c'est que c'est souvent, il y a des renards qui viennent aussi dans des trous qui ont été abandonnés. Enfin, tu vois, c'est une espèce ingénieure en fait, ça fait vivre plein d'autres espèces. Donc voilà, tu vois, c'est juste à côté du terrain, mais c'est le castor des bois, quoi. C'est juste dire que voilà, c'est peuplé en fait. Tout autour de nous, c'est peuplé. Là, on a entendu le grimpero. Il y a aussi pas mal de pinsons, plein d'oiseaux aussi. Et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant. On n'est pas seul au monde. Tu vois, on n'est pas seul. Il y a une très belle expression que tu as dans ton ouvrage, c'est la notion des peuples forêts. Qu'est-ce que tu entends à travers cette image, à travers cette locution? Ah bah ça, elle n'est pas de moi, hein. C'est quand même Jean-Baptiste Vidalou là, dans Être forêt aux éditions La Découverte qui le disait déjà, je crois en 2017. Mais faire advenir des peuples forêts, ce serait faire advenir des gens et des communautés qui se sentent concernées en fait par l'avenir de la forêt, tu vois, et qui remettent au centre de leur attention politique, poétique, la forêt, qu'elle soit plus éloignée de nos modes de vie, qu'elle soit plus un camailleux de verre lointain, tu vois, ou une surface, un territoire à la lisière de notre existence.
de faire de la forêt, de se sentir concerné et habité par la forêt, de de renouer en avec fait, celle-ci, ouais. clairement, tu vois, clairement de renouer. Et c'est ça ce que seraient des peuples forêts. Mais en tout cas, on voit des comités d'autodéfense des territoires, tu vois, qui se développent, notamment dans le Limousin, où le syndicat de la montagne limousine, il y a plein d'habitants maintenant qui créent des vigies à l'entrée des forêts pour justement, en cas de coupe, on voit, il y a plein de choses qui donnent un peu corps à cette expression sympa de peuple forêt. Mais les peuples forêts, c'est les peuples autochtones aussi, évidemment, qui se sont battus et qui continuent à se battre contre la déforestation. Et ça nous permet de faire un lien aussi avec eux, de se dire que peut-être qu'on peut partager des choses avec eux, tu vois. Ouais. Et dernier, on arrive au terme un peu de cet entretien ensemble et de cette balade ensemble. On n'a pratiquement rien vu là, camarade. Moi je voulais t'amener voir la rivière, après il fallait qu'on aille voir les chamois. Bon, mais on a pas mal marché quand même. Ouais. Et oui, par rapport à cet accaparement du monde sylvestre et du bien commun lié aux forêts, par le capitalisme, la désertification qui va de pair, qui va avec. Tu soulignes dans ton ouvrage que les luttes devraient reposer sur 3 jambes, sur un trépied, où il y a l'alternative, l'offensive et l'éducation populaire. Donc, je t'écoute. L'idée, c'est qu'il faut à la fois s'opposer à l'industrialisation de notre monde et donc aussi à l'industrialisation de la filière forêt-bois. Et donc il faut s'opposer pied à pied, corps à corps, à la multiplication des coupes rases, à la multiplication de ce modèle aussi de plantation. Et donc c'est ça l'offensive. Et donc user de désobéissance civile, user de différents types de modes d'action en fait. Et ensuite il faut aussi l'alternative, il faut montrer que d'autres choses existent. Et elles existent déjà, hein. 1 million d'hectares aujourd'hui sont gérés en futaies irrégulières, en futaies jardinées. Donc elles sont là, mais il faut leur donner corps, il faut leur donner de la visibilité. Et enfin, l'éducation populaire, si on n'est qu'une minorité, c'est sûr, à se sentir touché par la forêt, ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça que l'accès à la nature pour tous est ultra important. Et aussi pour les urbains, on est dans maintenant une société où il y a 80% d'urbains, et donc il faut qu'ils se sentent touchés aussi et reliés. À la fois parce qu'on touche tous du bois, on a tous des biens de consommation en bois, on se chauffe, etc. Mais aussi parce que je pense qu'on gagnerait en fait à mieux connaître la forêt. Oui, tu dis il y a des batailles, parmi les batailles qui mériteraient d'être menées avec détermination, tu cites également donc un moratoire sur les projets photovoltaïques en forêt, l'ouverture à la société civile des organes de décision qui régissent le secteur, au-delà évidemment bien sûr de l'interdiction des coupes rases et du droit d'accès à la nature qui est garanti à tous. Donc on voit qu'il y a des horizons et des perspectives très concrètes qui s'ouvrent à nous mais qui supposent en revanche que ce peuple forêt se dresse. Tout à fait. Et qu'on comprenne que la forêt soit un commun en fait. Et donc ça veut dire, c'est ça aussi, aujourd'hui la forêt est quand même accaparée, 3% des propriétaires ont 50% de la forêt privée française, tu vois. Et donc comment nous, en tant qu'habitants des territoires, pas forcément propriétaires, on puisse avoir un mot sur la gestion sylvicole, ça me paraît ultra important. Et il y a des batailles à mener à court terme et qui peuvent être gagnées en fait, tu vois, notamment l'interdiction des coupes rases. C'est pas une demande aberrante compte tenu en fait de toutes les connaissances qu'on a d'un point de vue scientifique sur les méfaits de cette pratique-là. Hein. Il y a de plus en plus de voix d'ailleurs qui commencent à s'élever par rapport à ça ou pour dénoncer trop c'est trop quoi à un moment donné. Tout à fait, et se dire mais il y a d'autres modèles qui existent, notamment à l'étranger. La Suisse a interdit les coupes rases en 1902 pour éviter l'érosion en fait des sols. La Slovénie aussi. La Slovénie a rendu obligatoire la sylviculture proche de la nature dans les années 40. Et il y a aussi en Autriche des réglementations très fortes. En Allemagne, dans certains Länder, c'est pareil. Donc je veux dire, c'est pas une demande aberrante en fait. D'autres pays européens l'ont fait. Alors c'est à nous de voir qu'est-ce qu'on choisit, tu vois. Qu'est-ce qu'on choisit ? Est-ce qu'on va vers le modèle finlandais, norvégien, suédois d'une forêt uniforme et qu'on moissonne comme du blé ? Ou est-ce qu'on maintient cette forêt diversifiée de feuillus avec un peu de résineux, mais une forêt vivante, quoi.
C'est un choix de société et qui nous concerne tous en fait. Et où les vieilles forêts continuent à être présentes et à être parmi nous. Dernière question, c'est un peu la coutume au sein de Nous sommes forêt, avec nos invités, les personnalités qu'on rencontre. Si tu as un rêve, si tu avais un vœu, une sorte de baguette magique ou vraiment une pensée magique comme ça qui permettrait qu'une chose puisse se réaliser par rapport aux questions des forêts, du sentiment de nature ou en tout cas de cette question des luttes forestières, quel serait ton vœu, quel serait ton souhait premier ? Qu'il y ait des écoles buissonnières partout. En fait, je pense que c'est là où ça va se passer en fait les choses. C'est dans l'apprentissage de la connaissance du vivant. C'est dans des écoles buissonnières, des écoles de la forêt qu'on multiplierait partout à travers le territoire en fait pour nos enfants et pour les jeunes et qui leur permettent de quitter les écrans, qui permettent aussi de réaliser à quel point il y a une richesse autour d'eux et qu'ils aient envie de la défendre. Ce que je dis, c'est que si on veut bien défendre quelque chose, il faut le chérir, tu vois. Il faut le connaître. Et donc on ne défend bien que ce qu'on chérit en fait. Et donc il faut créer cet engouement-là. Les écoles buissonnières pourraient être la première étape qui nous amène à chérir les arbres et à nous, non seulement les serrer dans nos bras, mais vraiment nous enchevêtrer avec leur branchage et travailler ensemble pour que ce soit le vivant qui reprenne le dessus et non pas la machine ou l'artificialisation du monde. Je l'aurais pas mieux dit, hein. Mais c'est tout à fait ça, oui. Très bien. Merci Gaspard. Merci à toi. Que faire maintenant ? Vous pouvez avant tout décider de rejoindre et de participer à l'association ou au projet de la personnalité que nous venons de rencontrer. Leurs coordonnées sont incluses dans le descriptif de cet épisode. Vous pouvez également vous abonner pour nous soutenir et partager sur vos réseaux les témoignages de Nous sommes forêt. Vous pouvez aussi, bien sûr, nous donner des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et favoriser ainsi notre audience. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Nous sommes forêt.